Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce colloque avec cette deuxième table ronde. Je m'appelle Sarah Proust, je suis experte associée de la Fondation Jean Jaurès et j'ai le grand plaisir d'animer ce deuxième temps. Alors pour l'introduire, peut-être reprendre quelques éléments qui ont été évoqués depuis le début de cet après-midi. D'abord, et Gilles Candard nous l'a rappelé, combien la sécurité sociale est née d'un projet politique, est née d'un projet, d'une vision de la société. Or, on le sait les uns et les autres, ces derniers temps, peut-être ces dernières années, lorsque l'on entend parler de sécurité sociale, on a souvent le sentiment que le débat est cantonné à des aspects techniques, budgétaires, financiers. Et d'ailleurs, dans l'enquête que Jérémy Pelletier a présentée, si le mot déficit est l'un des premiers mots qui vient à l'idée des citoyennes et des citoyens que l'on interroge sur la sécurité sociale, c'est qu'il y a bien eu cette vampirisation de la question budgétaire qui évidemment est importante, sinon nous n'aurions pas ce débat cet après-midi, mais tout de même on a le sentiment que la question technique est peut-être prime un peu sur la question du projet. Or, si la sécurité sociale a réussi, comme on l'a entendu dans la table ronde précédente, c'est non pas qu'on aurait moins besoin d'elle ou plus besoin d'elle, mais qu'on en a besoin différemment, peut-être autrement, au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont des enjeux démographiques très différents, des enjeux économiques bien sûr, des enjeux sociaux et aussi des enjeux environnementaux qui doivent aujourd'hui être pris en compte plus que jamais dans les enjeux de la sécurité sociale. Donc ces trois éléments doivent nous aider à repositionner la sécurité sociale et son projet politique, et que les enjeux financiers sont la déclinaison de cette vision que nous avons à développer. Et c'est peut-être ainsi, pour entamer cette table ronde, je vais présenter l'ensemble de nos intervenantes et intervenants. Peut-être ainsi qu'il est intéressant de l'entamer en se disant que pour poser le devenir aujourd'hui du financement de la sécurité sociale, c'est d'abord poser la question de sa soutenabilité, de sa durabilité. Et faire cela, c'est partir d'un certain nombre de constats. Alors, on en a commencé à en dresser quelques-uns sur la question de la hausse des besoins, sur le vieillissement de la population, sur l'augmentation des maladies chroniques. Et les propositions dans le débat public sont nombreuses, et comme ça n'était pas voulu, mais que nous sommes encore en plein débat parlementaire sur ces sujets-là, et qu'on a vu tous ces derniers jours et dernières semaines combien ces débats sur la question du financement étaient politiques aussi, nos intervenants vont pouvoir évoquer les unes, les uns et les autres, l'ensemble de ces propositions. Nous allons entendre Carole Azé, qui est la présidente de la Fédération des mutuelles de France, Jérôme Guedj, qui est député socialiste de l'Essonne et membre de la commission des affaires sociales. Puis nous entendrons Yannick Monet, député communiste de l'Allier, membre également de la commission des affaires sociales. Mireille Stivala, secrétaire générale de la fédération CGT Santé Action Sociale. Éric Badonnel, à côté de moi, secrétaire de la CFDT, chargé de la prospective en protection sociale, et Marguerite Cazeneuve qui conclura cette première partie de la table ronde, qui est directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà pour le plateau. Chacun, chacune aura 7-8 minutes pour intervenir. Et puis ensuite, si vous avez des questions, évidemment, on sera ravis de pouvoir y répondre avant que la tribune vous réponde à nouveau. Pour commencer, Carole Azé, au regard des enjeux, au regard des besoins, quel doit être selon vous le projet politique, le projet stratégique que j'évoquais à l'instant pour défendre les sécurités sociales? Et deuxième question, je vous donne les deux en même temps pour votre intervention. Quelle évolution budgétaire, selon vous, doit-on alors envisager au regard du projet? Alors bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie de pouvoir intervenir dans ce débat et puis de la qualité des discussions qui ont eu lieu précédemment. Sur les deux questions posées, je vais essayer peut-être de lier les deux volets pour apporter des éléments de réponse, en sachant malgré tout que des choses ont déjà été dites précédemment. Alors, il y a quand même des nuances dans ce qui a été dit, et ça fera l'objet certainement d'échanges, y compris demain pour les militants des Mutuelles de France. Mais peut-être déjà commencer par dire que le débat actuel, le débat public, il est quand même largement étouffé par une vision comptable, strictement comptable et annuelle. Et que du coup, le fait d'être étouffé dans cette démarche-là ne permet pas forcément d'avoir un raisonnement plus global sur la réponse aux besoins de la population, parce qu'on est uniquement en train de chercher un équilibre budgétaire. Sauf que
on l'a peut-être déjà abordé tout à l'heure, la sécurité sociale n'a pas été inventée pour équilibrer des comptes. Elle a été inventée pour... alors équilibrer, le terme n'est peut-être pas tout à fait juste, mais en tout cas la société, permettre à chacun de pouvoir vivre dignement, et y compris de pouvoir subvenir à ses besoins lorsque ce n'est plus possible. Alors peut-être 4 points que je voudrais poser dans cet échange. Ça vient d'être dit dans la table ronde précédente, la sécurité sociale, c'est un projet de société. Et le dire, c'est pas simplement se faire plaisir. Ça a vraiment du sens derrière, et je pense que dans le débat actuel, c'est important de pouvoir l'assumer et le porter. On a évoqué tout à l'heure la question de la peur du lendemain, de réduire les incertitudes. C'est un sujet majeur sur lequel il faut qu'on puisse, là aussi, porter le rôle de la sécurité sociale. Qui dit projet de société dit vision, y compris stratégique, de long terme, donc versus ce que j'ai dit juste avant sur la logique court-termiste. Et cette logique long terme, c'est une ambition qu'on porte pour pouvoir relever les défis, notamment les nouveaux défis qui ont été évoqués tout à l'heure, mais j'y rajoute la question par exemple du vieillissement et la dépendance, qui ne sont pas des nouveaux défis, parce que c'est des choses qu'on pouvait largement voir venir, mais sur lesquelles il y a eu beaucoup trop de retard pris dans les réponses à apporter. Et effectivement, au regard de cela, le financement se construit en réponse d'abord à ce projet politique et à ce choix de société, et d'avoir d'abord une ambition de politique publique. Le deuxième point peut-être sur lequel je voulais dire un mot, c'est qu'on a évoqué le fait qu'on est dans une trajectoire déclinante par rapport aux améliorations qu'ont apporté la sécurité sociale lorsqu'elle a été mise en place, la hausse de la mortalité infantile, depuis 2022 une augmentation importante du taux de pauvreté. Bon, là, je ne reprécise pas des choses qui ont déjà été dites, mais donc du coup on est dans cette situation de crise déclinante. Est-ce que c'est la sécurité sociale qui en est responsable ? Je ne le crois pas, au regard en tout cas d'un processus de définancement de la sécurité sociale, j'y reviendrai tout à l'heure en disant juste un mot rapide, et aussi sous couvert de mesures soi-disant dites économiques, réglementaires, techniques, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, on détruit progressivement un système, on casse les logiques de solidarité, puis finalement on transforme les fondements du système. Ce déficit-là, il n'est pas dû, en tout cas c'est ce que nous portons Mutuelle de France, mais d'autres aussi, je le sais, autour de la table, il n'est pas dû à une augmentation des dépenses en réalité, malgré la rhétorique qui peut être largement portée, mais par un manque de ressources. Donc ça vient évidemment poser aussi la question du cycle budgétaire. Ce qui nous fait dire, nous, que lorsqu'on parle du déficit structurellement de la logique structurellement déficitaire de la sécurité sociale, lorsqu'on met sur la table la question des exonérations, la question dans les rapports qui ont été documentés, je regarde mon voisin également, sur les exonérations concernant les salaires à partir de 1,6 fois le SMIC, qui en vérité n'ont pas eu le retour attendu ou vanté en termes de compétitivité et de création d'emplois, les exemptions d'assiette également, plus des mesures qui ont été prises en charge par la sécurité sociale sans mettre en face les ressources. Je pense au dernier exemple qui est le plus souvent repris sur les mesures Ségur. On voit bien que l'accumulation de ces éléments-là montre qu'on n'est pas dans un déficit abyssal, comme là aussi la rhétorique nous le fait dire. Et là, je fais le lien avec l'étude que Jérémy Pelletier nous a fait part tout à l'heure, sur le mot déficit qui vient en premier dans les éléments négatifs. Je pense que là, il y a aussi une manière d'analyser la rhétorique et dans laquelle on a bien infusé dans la tête des populations ce qu'il en est. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de choix de société, oui, on a des éléments qui nous permettent de dire que la socialisation, comme élément de réponse aux besoins de la société, évite, les dérives du marché, et deux, ça permet une démarche d'égalité. Et donc, déléguer ça au privé, la démonstration n'est pas faite que c'est plus efficace, et puis c'est plus cher en réalité. Alors, mon troisième point, du coup, c'est la Sécu est-elle une charge ? Finalement, au regard du débat du contexte actuel.
Ou est-elle plutôt un apport de richesse et un investissement nécessaire? Bon, la réponse est dans la question, ça c'est sûr, mais c'est pour ça que je pense qu'on a une bataille culturelle. Je crois que tout à l'heure, on parlait de l'imaginaire, cette bataille aussi de l'imaginaire, de la projection. Pour moi, la bataille culturelle, elle est aussi sur le fait de décrypter l'arme rhétorique sur ce qui est porté sur la question du déficit, sur l'allègement des charges, le transfert du vocabulaire entre cotisation sociale et charges. Je me souviens d'une intervention du président du MEDEF qui parlait de surcharge du système de protection sociale, alors qu'elle est source de richesse, elle est stabilisateur, elle est amortisseur de crise, il y a une redistribution, elle permet une redistribution, et donc d'avoir confiance en l'avenir. Et quand on parle des jeunes, quoi de plus important que de permettre aux jeunes d'avoir une confiance en l'avenir pour avoir des projets qui vont alimenter aussi la démarche économique. Et le dernier point peut-être sur lequel je voulais dire un mot, c'est de se poser la vraie question. Est-ce que la vraie question c'est combien ça coûte ? Ou plutôt quelles ressources on veut mettre en face des ambitions que nous portons pour le projet de société qui est la sécurité sociale. Et donc sur cette question-là, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il faut élargir les ressources. Il y a des volets à mettre sur la table, ça je partage complètement. Pour autant, c'est peut-être là dans les éléments de nuance ou même de désaccord, je pense qu'il faut faire attention à ne pas laisser penser qu'il faudrait nécessairement ou penser qu'on peut abonder dans l'idée qu'il faudrait sortir le travail du financement de la Sécu, parce que malgré tout, on ne peut pas aujourd'hui considérer que le travail n'a pas un impact sur la santé. On parlait du dérèglement climatique sur la santé, mais aussi au sein du travail, de la pénibilité, la santé mentale. Et donc, il y a des éléments de cette nature-là qu'il faut quand même préserver dans la réflexion sur le financement. J'ai évoqué tout à l'heure la question des exonérations, des exemptions, donc je ne reviens pas dessus, peut-être que ça reviendra dans le débat. Mais dans tous les cas de figure, ce manque de recettes, pour moi, il renvoie à une logique de désocialisation qui sape les fondements du modèle social et une perte de droits sociaux. Et finalement, c'est la question du consentement, pas forcément que à l'impôt qui a été évoqué tout à l'heure, mais du consentement à la solidarité comme étant justement le fondement de l'ambition en termes de politique publique qui est celle qu'on veut porter. Et je le redis, pour moi, la santé, elle est effectivement un sujet politique. La protection sociale, c'est un choix de société. Et ça ne se pilote pas à la calculette, de mon point de vue. Merci beaucoup, Carole Azé. Merci. Jérôme Guedj, on ne sait pas tout à fait comment le débat budgétaire va s'achever, mais comment qualifier la période là, qui s'est passée à l'Assemblée à la fois sur le débat politique et sur le débat budgétaire, là sur la sécurité sociale, et quelle stratégie de financement vous pouvez envisager? Il y a eu un certain nombre d'amendements déposés et adoptés et d'autres rejetés, mais quelle stratégie de financement aujourd'hui nécessaire au regard des nouveaux besoins? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Par avance, je m'excuse parce que je vais devoir partir, et c'est pas très bien, mais j'ai les obsèques, et je veux citer son nom d'un conseiller régional insoumis qui était aussi un militant CGT, qui s'appelait Philippe Juravert, et donc il y a ses obsèques tout à l'heure à Clamart, et donc je vais devoir vous quitter par excuse. Par avance, je m'excuse de ne pas participer à ce débat dont je me félicitais et dont je voulais, m'emparer en étant un peu, non pas provocateur, c'est pas que j'aime l'être, mais ne pas être dans l'optique strictement factuelle ou parfois trop défensif qu'on a de la discussion relative à la sécurité sociale. Parce que on est face à une anomalie. La sécurité sociale est une anomalie politique, une singularité française, c'est pas la seule. On a la laïcité ou l'exception culturelle, enfin d'autres sujets dont on peut considérer qu'ils ont une vertu messianique, quasi universaliste. C'est d'abord et avant tout une anomalie parce que son ambition originelle de faire face à partir des besoins et de couvrir les risques de la vie et de les socialiser. Et donc l'anomalie aujourd'hui, je commence par là parce que ça rejoint la préoccupation sur un sujet comptable, c'est pas normal d'avoir pour le seul champ de la sécurité sociale 670 milliards d'euros qui échappent dans leur circulation au jeu du marché. Voilà. C'est une anomalie qui est regardée comme telle. Et je souscris totalement à l'idée selon laquelle il ne faut pas qu'on fasse
de la question de la sécurité sociale un élément qui est celui de la maîtrise des déficits, de la trajectoire des finances publiques. Bien sûr, on peut avoir du sérieux budgétaire, mais il faut revenir à l'ambition originelle qui est face aux besoins. En quoi cet outil et ses modalités de fonctionnement et de financement permettent d'y répondre de manière satisfaisante. La sécurité sociale, si je devais pour aller droit au but, aujourd'hui est confrontée à un défi qui est de savoir est-ce qu'elle répond à un objectif d'égalité ou un objectif d'équité. L'objectif d'égalité, c'est celui qui renvoie à l'ambition originelle qui était de l'universalité, de chacun reçoit selon ses besoins, contribue selon ses moyens, vous connaissez la formule. La logique d'équité, c'est celle qui s'introduit subrepticement et qui petit à petit dit c'est un outil qui sert aussi à corriger les inégalités, à opérer de la redistribution, à lutter contre la pauvreté, et c'est un objectif supplémentaire qui peut être assumé, mais qui, si le glissement s'opère de manière trop franche, remet en question les fondements même de la sécurité sociale. Pardon, là je suis un peu planant, mais vous allez comprendre à travers un exemple. Quand il y a 1 an et demi, Éric Lombard, à l'époque ministre de l'économie, pose la question dans le sujet de la maîtrise, de dire peut-être qu'on ne pourrait pas rembourser de la même manière les consultations médicales ou les dépenses de médicaments en fonction du revenu de ceux qui consultent le médecin. Il rentre dans une logique d'équité. C'est le même argument que celui qu'on entend en ce moment sur les franchises médicales. Et quand on débat avec Stéphanie Rist, elle s'adresse à nous en disant mais vous, c'est pas grave si vous payez 2 ou 4 euros de franchise médicale, vous pouvez vous le permettre. Mais ce faisant, on introduit le ver dans le fruit, qui est de dire on est désormais dans une logique qui n'est plus celle de l'universalité, on est dans une logique où la modulation se fait en fonction des niveaux de revenus de la personne et pas de son état de santé ou du besoin du risque qui est à couvrir. C'est le même sujet qui s'est passé au moment, moi j'y étais opposé, c'était pourtant porté par un gouvernement socialiste à l'époque, au moment où il y a eu la modulation dès la fin de l'universalité des allocations familiales. L'idée de se dire, les AF, elles vont être divisées par 2 en fonction du niveau du revenu de la personne. Cette logique-là, si on la laisse s'installer dans une logique comptable, alors à la fin, il y aura des gens qui ne consentiront plus au financement de la sécurité sociale, qui ne consentiront plus à cette logique de solidarité à la fois intergénérationnelle, et le débat existe aussi pour les retraites, et donc c'est pour moi la menace principale. Donc comment on fait pour y répondre ? Parce qu'immédiatement, on a le sujet du financement. D'abord, on reste attaché à ce principe d'universalité, mais on en assume les conséquences. Et là, je mets les pieds dans le plat parce que c'est générateur de débats entre nous, et notamment avec mon ami Yannick Bonnet, parce qu'on a ce débat à l'intérieur de la Commission des affaires sociales ou dans les textes qui peuvent être débattus. En 1978, on a universalisé les allocations familiales. C'est-à-dire que c'était plus le statut de salarié, de travailleur qui faisait qu'on bénéficiait des allocations familiales, c'est le fait de résider de manière stable et régulière en France. En 1999, ça a été rappelé par Pascal Brice tout à l'heure, on a universalisé l'assurance maladie. C'est plus le fait d'avoir une activité salariée, c'est le fait là aussi d'être résident. Ça a été la couverture maladie universelle, puis la protection universelle maladie. L'idée qu'on a une couverture qui n'est donc déconnectée de l'activité salariée. Concomitamment, il y a eu une évolution des modalités de financement qui se sont introduites avec une moindre part issue des cotisations salariales et patronales et une diversification des financements, une diversification assumée qui a été la création en 1991 de la contribution sociale généralisée sur laquelle nous avons un désaccord avec mes amis communistes. Moi, je soutiens l'idée selon laquelle la diversification du financement et notamment l'extension assumée aux revenus du capital pour financer la sécurité sociale est une évolution qui est en phase justement avec la diversification des sources de revenus et de la mise à contribution de tout ce qui fait société, les revenus du travail, les revenus du capital, mais aussi les revenus de remplacement. Alors je mesure l'interrogation qui est de dire, oui mais la sécurité sociale, elle glisse, elle n'est plus dans le champ des travailleurs, des salariés, elle n'est plus protégée de l'intervention de l'État, avec le risque que cet État glouton et gourmand, moins bien géré d'une certaine manière que la sécurité sociale. Parce qu'on parle du trou, vous l'avez évoqué, mais bon, c'est 20 milliards de déficit, 22 ou 23, sur 666 milliards, ce n'est que 3% du déficit. Alors bien sûr, il y a des mécanismes de compensation, mais
Mais il y a quand même cet État qui lorgne de longue date sur ces finances sociales pour les intégrer dans le champ global du financement de l'État. Moi, je pense qu'il faut identifier ce qui relève de la solidarité nationale, qui peut aussi être financé par des prélèvements qui ne sont plus des cotisations sociales et des cotisations patronales, et c'est la logique de la CSG, et je préfère une logique de CSG assumée à ce qui se passe en ce moment où on a aujourd'hui une TVA qui vient financer subrepticement, même si c'est des montants importants aujourd'hui, c'est presque un quart du rendement de la TVA, 50 milliards d'euros, qui vient compenser les fameuses exonérations de cotisations patronales, qui sont là pour le coup un dévoiement de la sécurité sociale. Pourquoi on a ce problème avec les exonérations de cotiser? Pourquoi vous avez eu raison de rappeler que c'est le sujet majeur? C'est parce qu'on a assigné, par le biais du financement de la sécurité sociale, des missions qui n'étaient pas les missions initiales. À travers cette question-là, sur, je mets beaucoup de guillemets, le coût du travail, on s'est dit, on va assigner à la Sécu des objectifs de compétitivité, d'emploi, etc., dont ce n'est pas la finalité originelle. Donc assumons, ayons ce débat, il n'est pas simple, de dire ce qui relève de la logique assurantielle, c'est essentiellement le régime de retraite par répartition, et ça doit le rester sur une logique assurantielle, on ne va pas faire le débat sur les retraites ici, ce qui relève d'une logique assurantielle dans les autres branches, mais aussi assumer qu'il y a une part de solidarité qui peut, de manière complémentaire, être financée par ces éléments-là. Reste la question, évidemment, de la gouvernance, de la place que les salariés et les citoyens doivent avoir dans celle-ci. Alors moi je suis un républicain universaliste. Ça ne me choque pas que des élus de la nation aient leur mot à dire sur le budget de la sécurité sociale. Certains s'offusquaient même de l'existence d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je trouve que c'est un progrès par rapport au délitement qui s'était opéré précédemment. Comme je suis trop long, je veux quand même mettre un dernier pavé dans la mare. Une des ambitions originelles de la sécurité sociale était de pouvoir absorber la totalité de ce qui préexistait dans le champ de la protection sociale. Et je pense que c'est une question qu'il faut qu'on regarde devant nous, et je le dis à dessein en répondant à l'invitation d'acteurs mutualistes. La question de la cohabitation de plusieurs financeurs au système de protection sociale, il faut qu'on la regarde de manière dépassionnée. Aujourd'hui, je le dis, je ne comprends pas la cohabitation pour un même risque, le risque maladie, d'un financeur mutualiste ou assureur privé ou institut de prévoyance, et d'un financeur qui devrait avoir le monopole public, qui est celui de l'assurance maladie. Je le dis parce que culturellement, le monde mutualiste a participé de la construction de la sécurité sociale, même si ça a été un conflit pas neutre au début du XXe siècle. Aujourd'hui, je préférerais qu'on assigne à ceux de ces acteurs-là de venir combler ceux des risques nouveaux qui, eux, pour le coup, ne sont pas bien ou pas pris suffisamment en compte par la sécurité sociale. Je pense à la prévoyance, parce que la prévoyance face au risque invalidité, c'est une inégalité majeure selon la taille de l'entreprise où vous êtes, votre statut de cadre ou votre statut de non-cadre, et puis tous ceux des autres risques qui ne sont pas couverts. Bref, ayons une approche offensive de la sécurité sociale. Elle a rempli sa mission pour sortir de la pauvreté, notamment les retraités. Elle échoue aujourd'hui sur le nouveau risque, Pascal Brice le mentionnait, qui est celui de l'entrée sur le marché du travail, l'entrée des jeunes, et puis la couverture d'un certain nombre de risques qui sont liés à l'activité professionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme Gage. Merci. Nous allons rester au Parlement. Je vais vous laisser répondre au débat auquel vous invite Jérôme, mais avant cela, vous avez déposé il y a quelques semaines une loi constitutionnelle pour la constitutionnalisation de la sécurité sociale. Alors, ça pourrait ne pas être un sujet budgétaire, mais en fait, il l'est un peu, puisque dans la constitutionnalisation, vous visez aussi le fait de sanctuariser la manière dont fonctionne la sécurité sociale, et notamment cette articulation entre le projet qu'elle sous-tend et les moyens de la financer. Donc peut-être, avant de répondre à Jérôme, ou en répondant à Jérôme Gage, évoquer aussi ce projet au moment des 80 ans de la sécurité sociale. Oui, d'abord, merci pour l'invitation. Je répondrai pas directement, mais c'est dans le débat. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est le bazar à la Sécu depuis qu'elle est politique. Voilà, c'est depuis que le politique gère la Sécu que c'est le bazar. Avant, il y avait une gestion paritaire de la sécurité sociale, et ça se passait plutôt bien. Et il y a d'autres caisses qui fonctionnent comme ça, et ça se passe bien. Depuis qu'elle devient politique, ça devient une variable d'ajustement de choix politique. La dette, le déficit, on parle du déficit, 20 à 22 milliards. Moi, ce n'est pas le déficit qui m'inquiète le plus, c'est la dette, qui est beaucoup plus inquiétante. Mais c'est un choix politique. C'est un choix politique de sous-doter la sécurité sociale, ce qui crée un déficit et ce qui alimente une dette.
qui grossit, et qui risque de poser problème. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la sécurité sociale n'a jamais été autant en danger. Mais pour revenir au départ quand même de la sécurité sociale, c'est pour ça qu'on a proposé ce projet de loi. On connaît tous le principe qui a été rappelé par Jérôme, à chacun ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins. Mais pourquoi la Sécu existe aujourd'hui? C'est pour ça que je suis très sceptique sur les modalités de financement qui peuvent être évoquées parfois. La sécurité sociale, elle existe encore parce qu'elle a eu un financement totalement révolutionnaire. C'était quoi le financement? C'était de se dire, le monde du travail crée de la richesse à travers son travail, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. On prend une partie de cette valeur ajoutée qui sert à l'investissement productif, qui sert à payer des salaires, c'est pour ça que je suis contre la CSG, parce qu'ils payent 2 fois les gens, et on capte une partie de cette valeur ajoutée, donc de cette richesse produite par le travail, et on organise la solidarité. C'est ça les fondements de la sécurité sociale, et c'est pour ça qu'elle existe toujours. Et donc tous les financements qui passent par le salaire, on fait payer 2 fois les gens du coup. Ils payent déjà par la richesse qu'ils ont produite, et ils repayent à travers le salaire qu'ils reçoivent. Et ça pour moi, c'est pour ça que je suis fondamentalement contre la CSG, parce qu'on fait payer le monde du travail et on renonce à aller capter les richesses produites par le travail. Et c'est pour ça que ça pose problème. Et je pense aujourd'hui, pour revenir à la question, si on veut constitutionnaliser ces principes, c'est aussi constitutionnaliser son financement. Alors on n'est pas des gens obtus, contrairement à ce que certains peuvent penser. C'est-à-dire qu'on ne dit pas c'est que rien que la cotise, non, mais c'est essentiellement par la cotisation. Essentiellement par la cotisation qui vient capter cette richesse produite par le travail. Et ça, c'est important, je suis en train de me... Bref. Sur le débat à l'Assemblée nationale, je le redis, et on est d'accord, heureusement qu'on a eu un débat à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien de pire de la sécurité sociale que de ne pas débattre de cette question. Et on a porté le fer sur le débat sur la cotisation et sur les modalités de financement. Si jamais je ne réponds pas totalement aux questions, c'est que je l'ai oublié, donc il faut me la rappeler. Parce que comme tous les politiques, je fais un peu de digression et je m'y perds. Mais... en tout cas, on a eu ce débat. Moi, ce que je retiens de ce débat, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas sauvé la Sécu. On continue à sous-doter la sécurité sociale. On a passé notre temps, parce que c'est ainsi fait au Parlement, il faut le savoir, on ne peut pas inscrire de dépenses nouvelles. On ne peut pas se dire, on va plus protéger les gens, donc on va demander ce qu'une... Non, on ne peut pas. On peut éventuellement inscrire des recettes, ou on peut, et c'est ce qu'on a passé notre temps à faire, on peut déminer les mauvais coups qui sont en direction de la population. Et donc, on a passé notre temps à déminer les mauvais coups, mais qui étaient des mauvais coups qui du coup était censé rapporter à la Sécu. Enfin, je veux dire, quand on couvre moins les risques, ça coûte moins cher à la Sécu, donc ça lui rapporte. Donc on a passé notre temps à déminer les coûts, on a eu la CSG sur le capital, effectivement 2,8 milliards, mais aujourd'hui, le compte n'y est pas pour la Sécu. Et en fait, le vrai danger, et je pense que c'est un vrai choix politique, et je pense que le débat politique doit porter sur la survie de la Sécu. Et je veux pas dramatiser à outrance, mais aujourd'hui, quand on sous-dote la Sécu, on organise le déficit et on alimente sa dette. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la Sécu est quasiment proche de la cessation de paiement. Vous vous rendez compte que c'est quand même sa trésorerie qui rembourse la dette aujourd'hui, c'est la cause. Enfin, les URSSAF, ceux qui sont censés capter les recettes, et c'est compliqué. Si aujourd'hui le PLFSS reste tel qu'il est, je pense qu'on court à une cessation de paiement de la sécurité sociale et à une dégradation accélérée de la sécurité sociale. Et je pense que le choix politique, qui est un choix libéral. Enfin, au sortir de la guerre, les patrons n'ont trop rien dit quand on a créé la Sécu, mais parce qu'il y avait eu la collaboration et ils avaient un peu la tête basse. C'est aussi pour ça qu'on avait le rapport de force. Je le dis brutalement, vous m'excuserez, je prends pas de, comme j'ai pas beaucoup de temps. Mais maintenant, ils regardent ces 650 milliards ou 660 milliards en se disant, mais bon sang, on va peut-être pouvoir en récupérer un peu. Et on aimerait bien pouvoir le gérer. Et donc, je viens sur les financements. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on regarde d'autres types de financement. Par exemple, on a proposé un amendement de 2% sur les dividendes. Moi, je considère que les dividendes, c'est directement le fruit de la richesse produite par le monde du travail, mais qui échappe totalement au monde du travail. 2% sur 90 milliards, ou 87, je ne sais plus combien, enfin quasiment 100 milliards, ça rapporte 15 milliards à la Sécu. Donc on a passé notre temps à faire des amendements de recettes supplémentaires, sauf que tout a été rejeté. Vous savez, quand on dit « oh, il ne faut plus d'impôts, mais ce n'est pas de l'impôt qu'on propose, c'est de la cotisation. Et de la cotisation qui repose sur la richesse créée par le travail. Et je pense que si nous, on ne se bat pas politiquement pour réaffirmer ça, je pense que la sécurité sociale est vraiment en danger. Et je pense que c'est les combats, pas de demain, mais d'aujourd'hui. Et tel qu'est constitué le projet de loi de financement de la sécurité sociale, aujourd'hui, je pense qu'il fait prendre un gros risque. Et que l'enjeu politique de demain,
c'est de sortir la sécurité sociale de la gestion politique, de revenir à une gestion. Alors moi, je suis plutôt pour paritarisme, qui est des représentants du patronat, ça ne me pose pas de problème. On peut avoir débat là-dessus avec les syndicats. Mais au moins, on se préoccupera de la protection des populations. Et on ne se préoccupera pas de choix politiques qui consistent à... C'est pour ça que quand j'écoute dire la sécu, ça coûte. Mais non, ça ne coûte pas, en fait. Mais non, puisque les dépenses doivent correspondre à ce qu'on capte de la richesse produite par le travail. C'est comme ça qu'il faut l'entendre et c'est comme ça qu'il faut entendre son financement. Et financer la sécu par d'autres moyens que par les richesses produites par le travail, eh ben, c'est prendre le risque d'avoir un système qui tourne vers l'assurantiel et qui n'est plus la sécurité sociale. Merci beaucoup Yannick Monnet, merci. Bon, au fond, même s'il y a quelques nuances, il y a quand même le sujet de la pérennité, de la justice du système et du modèle. Et vous évoquiez justement la question des partenaires sociaux et des syndicats dans le rôle aussi à venir, puisque on est aussi là, bien sûr, l'histoire nous permet de savoir où est-ce qu'on peut aller. Mais là, la question, c'est comment réussir à faire en sorte que ce modèle perdure tout en évoluant au regard des nouveaux enjeux. Et donc, je vais interroger Mireille Stivala sur ce sujet-là, notamment sur quels sont selon vous un peu les fondamentaux aujourd'hui stratégiques pour que cette sécurité sociale puisse être juste et pérenne, puisque c'est à ça qu'on essaie de répondre, mais surtout avec quel rôle pour les partenaires sociaux, selon vous, dans cette évolution et aussi dans la gestion de la sécurité sociale. Mireille Stivala. D'abord dire bonjour et merci pour cette invitation et préciser que je ne suis plus secrétaire général de la Fédération Santé et Action Sociale. Par contre, je suis secrétaire confédéral et je travaille plutôt sur les questions d'emploi et santé au travail. Donc voilà. Je pense qu'il faut toujours rappeler, et notre organisation le rappelle toujours, que la sécurité sociale, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement pour notre société, c'est de la cohésion sociale, c'est un levier d'égalité, je crois qu'il faut le rappeler, surtout dans une société qui n'arrête pas, en tout cas de manière par le biais de chaînes d'infos en boucle ou de discours constants parle des dépenses que ça occasionne, du trou de la Sécu. Alors le trou de la Sécu, ça fait 40 ans qu'on en entend parler, si c'est pas plus. Voilà, il y a derrière quand même toute une propagande. Alors on peut dire politique, parfois patronale, pour quand même affaiblir cette grande avancée sociale, hein, même dans le discours de ce qu'elle est, d'où elle vient. Donc une journée comme aujourd'hui, et de multiplier en tout cas ce type d'initiative, c'est vraiment une bonne chose parce que ça remet un peu les pendules à l'heure. Voilà, il faut vraiment le dire. Et nous, la CGT, par exemple, cette année, on a été aussi sur beaucoup d'initiatives sur les 80 ans de la Sécu, parce que même nos propres militants qui sont jeunes ont besoin qu'on leur rappelle l'histoire, d'où on vient. Voilà, c'est important. Il est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va aller. Et ce que nous partageons là actuellement, c'est vraiment l'idée qu'il faut faire ce travail de manière importante parce que c'est vraiment un combat idéologique. De dire la sécurité sociale, c'est une grande avancée sociale qui permet aujourd'hui de prendre en compte, en tout cas, beaucoup de besoins qu'ont les usagers, la population, pour justement faire face aux aléas de la vie. Et quand on compare avec d'autres pays, on se rend compte que souvent leurs populations sont livrées à eux-mêmes. Et que, effectivement, c'est aussi la grande question du partage de la richesse dans notre pays. Et ça, on y tient essentiellement, et c'est un élément qu'on met souvent en avant. C'est vraiment une question de partage de la richesse et de la justice sociale. Dans un pays qui, par contre, se porte plutôt bien quand on regarde les entreprises du CAC 40 et puis le nombre de milliardaires qu'on produit dans notre pays, puisqu'on parlait d'avancée sociale, on doit constater que c'est la crise, mais pas pour tout le monde, qu'il y a quand même une partie encore de la population qui arrive à s'élever très rapidement dans cette société. Et derrière, quand on dit qu'il faut s'attaquer au partage de la richesse, c'est bien de faire le constat. On ne peut pas avoir de plus en plus de pauvres et derrière de plus en plus de riches. Voilà. Et que cette concentration de la richesse, elle se concentre sur que quelques personnes ou quelques sociétés. Donc pour nous, pour pérenniser le système, c'est d'abord s'attaquer
à ce qui est aujourd'hui le sous-financement chronique du système de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a un sous-financement qui est organisé. C'est-à-dire que quand on voit les dizaines de milliards qui sont perdus en termes de cotisations sociales parce que des grandes entreprises bénéficient d'exonérations de cotisations sociales sans avoir de contraintes, sans prouver d'ailleurs qu'ils mettent et injectent dans l'investissement de l'entreprise, voire même des entreprises, et nous sommes bien placés, puisqu'aujourd'hui la CGT est dans toutes les luttes, et notamment d'entreprises qui sont en train de fermer ou de mettre en place des plans sociaux. Souvent, ces entreprises, c'est des entreprises qui ont bénéficié non seulement d'exonérations sociales et d'aides publiques sans contrepartie et qui licencient aujourd'hui. Donc c'est pas acceptable. C'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment un point important qu'il faut mettre en avant. Et donc voilà, il faut financer notre système et donc ça passe par notamment regarder de très près ces exonérations de cotisations sociales dont bénéficient des grandes entreprises et contrario peut-être les petites entreprises, il faut les aider sur ce point. Ensuite, il y a un autre élément, c'est sur élargir l'assiette de la cotisation. Et donc là aussi, il faut regarder, nous sommes aussi pour la taxation des revenus, des hauts revenus et ce genre de mécanismes. Ensuite, un autre élément qui est mieux rémunérer le travail et l'emploi, et aussi créer de l'emploi, parce que le système est financé par le travail. Donc si on ne met pas tout en œuvre pour créer des emplois, pour mieux rémunérer les salariés, de fait, c'est des manques à gagner. Et ça aussi, c'est un point qui a été d'ailleurs soulevé par un intervenant précédemment. Les salaires dans notre pays sont totalement en berne. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de reconnaissance salariale. Et ça, c'est un manque à gagner pour la sécurité sociale. Donc, quand la CGT défend les emplois, défend les salaires, elle défend derrière des hommes et des femmes dans des situations qui vont être dramatiques, mais elle défend aussi l'idée, et c'est une cohérence, qu'il faut travailler sur l'égalité professionnelle, sur une meilleure rémunération, sur la création d'emplois, parce que derrière, c'est des cotisations en plus pour la sécurité sociale qui nous permet de faire vivre le système. Ensuite, il y a un autre élément qui est... pour son financement, nous aussi, nous sommes plus attachés à l'idée que ça soit bien le travail qui finance notre système de protection sociale, parce que l'impôt est dans la main souvent des politiques avec tous les aléas que ça comporte. Et de plus, nous pensons aussi que pour un meilleur système social et de sécurité sociale, il faut revenir aux fondamentaux de sa création. C'est notamment laisser la part importante aux salariés pour gérer leur système et aux organisations syndicales qui les représentent. Et c'est vrai, au départ, le système n'a pas été conçu pour que l'État y mette son grain de sel, on va dire ça ainsi, et notamment on le remarque depuis les différents débats parlementaires sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous ne sommes pas non plus, en tout cas pour un système qui doit être vu de cette façon, en tout cas par les politiques. Nous considérons qu'il faut la remettre dans la main des salariés. D'ailleurs, il y a des régimes qui existent, comme le régime Alsace-Moselle, où ce n'est que les organisations syndicales qui gèrent le système et ça fonctionne. Et donc, c'est sur ce principe que nous voulons en tout cas revenir. Donc la démocratie sociale est importante aussi parce que nous pensons aujourd'hui que les représentants du personnel et les salariés ne sont pas assez impliqués dans les décisions qui concernent le système et la sécurité sociale. Merci beaucoup Mireille Stivala, merci. Et excusez-moi pour avoir écorché ou mal dit les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, notamment sur la question de l'emploi. Et je continue avec Éric Badonnel. Comment vous pourriez qualifier la situation actuelle? Est-ce que vous la qualifiez de crise? Si c'est une crise, comment en sortir? Quelles sont les perspectives que vous pourriez imaginer? Bonjour à toutes et à tous et merci Madame la Présidente de votre invitation. Je suis content de retrouver des militants du mouvement mutualiste et des groupes de protection sociale que je connais bien et puis également des camarades de la CGT en tant que représentant aujourd'hui de
de la CFDT. Il est bon peut-être de commencer par le rappel de quelques définitions. Selon la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail, les risques sociaux sont les événements qui surviennent et qui sont de nature à empêcher les travailleurs et les travailleuses de façon temporaire ou de façon définitive de gagner leur vie. Et le rôle des institutions de sécurité sociale, c'est de prévenir la survenue de ces événements, d'en réduire la durée ou la gravité, ou quand ça n'est pas possible, de pallier les effets, notamment financiers. De notre point de vue, le processus historique de sécurisation des risques sociaux n'est pas achevé. Il suffit de voir la chronicisation des pathologies lourdes, l'accent à mettre sur la natalité dans la crise démographique que nous rencontrons et qui est pourtant un impensé du discours politique, la question de la perte d'autonomie qui reste en grande partie devant nous, celle du virage inclusif qui reste une honte pour notre pays, et celle, cela a été dit à juste titre, des risques sociaux écologiques. Alors, un système de sécurité sociale, ça doit en permanence s'adapter aux évolutions de l'économie, de la démographie et des modes de vie. Et donc, de ce point de vue-là, c'est en permanence en crise. La particularité de ces célébrations des 80 ans de la création de la sécurité sociale, c'est que nous devons affronter une offensive idéologique extrêmement violente et coordonnée des milieux conservateurs et patronaux. On nous explique que la sécurité sociale serait insoutenable, notamment les branches maladie et vieillesse, et que le coût de ces dispositifs pour la compétitivité et la productivité serait excessif. Ça n'est pas notre point de vue. Et ce n'est pas le point de vue, par exemple, du Haut Conseil du financement de la protection sociale, dont son rapport production et redistribution publié au mois de février, qui a expliqué tout l'apport de nos dispositifs de sécurité sociale au service de l'investissement productif et de la productivité, de la compétitivité de notre pays. À cet égard, ce rapport donne des chiffres différents de ceux qui ont été donnés tout à l'heure par Simon Pierre. Il explique que la part des revenus d'activité, il ne parle pas de revenus de travail, des revenus liés à l'activité dans le financement de la sécurité sociale a vocation à rester prépondérante et que cette part s'établit aujourd'hui à plus de 80%. Il faut en effet ajouter aux cotisations sociales et à la contribution sociale généralisée les cotisations liées aux revenus de remplacement et de complément et les exonérations de cotisations sociales d'une certaine manière aussi. Alors, la crise aujourd'hui, elle est, me semble-t-il, de trois natures. Et il me semble qu'au-delà de la sécurité sociale, et je le dis sous le buste de Marianne et celui de Jean Jaurès, c'est aussi une crise républicaine. Le premier élément de la crise, c'est d'abord une crise financière. Bon, cela a été dit. Le déficit de la sécurité sociale atteint un niveau inédit hors crise sanitaire et hors crise économique de grande ampleur. La crise, elle est ensuite une crise d'efficacité. Nos dispositifs sociaux n'atteignent pas leurs objectifs dans un certain nombre de domaines et ce n'est pas dénier toute la vertu des dispositifs de sécurité sociale que de constater ces échecs relatifs. Il suffit de regarder la question des déserts médicaux, de celle des pénuries de médicaments, de celle des dépassements d'honoraires, de celle de l'insuffisance de l'offre d'accueil pour jeunes enfants, de celle de la faiblesse de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes et des personnes vivant avec des handicaps. Nos dispositifs de sécurité sociale aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de leurs objectifs. Et enfin et surtout, nos dispositifs de sécurité sociale rencontrent aujourd'hui une crise de légitimité. Cette crise de légitimité, on en a fait l'expérience à l'occasion de la réforme des retraites de 2023, où notre pays et les travailleuses et les travailleurs ont fait le constat d'une blessure démocratique, qui peut-être aujourd'hui est en voie de résorption, nous verrons bien.
La promesse républicaine, me semble-t-il, est aujourd'hui mise à mal et elle n'est pas complètement tenue par nos dispositifs de protection sociale et en particulier nos dispositifs de sécurité sociale. Quelle est-elle, la promesse républicaine? C'est la garantie accordée à chacun qu'en cas de pépin dans l'existence, un secours lui sera apporté par la collectivité. C'est la promesse aussi d'une émancipation personnelle au cours de son existence. Et c'est enfin la promesse d'une promotion sociale, y compris sur plusieurs générations. Alors ça ne relève pas seulement, évidemment, de la sécurité sociale. On pourrait parler d'autres institutions aussi pour parler de cette crise, en particulier l'école de la République. Mais du point de vue de la sécurité sociale, il se joue, me semble-t-il, quelque chose d'essentiel dans la crise de légitimité rencontrée aujourd'hui, dans le fait que nous ne sommes pas à la hauteur de la promesse républicaine. Or, quand il y a un hiatus entre le discours institutionnel, la réalité des dispositifs publics sur le terrain, du point de vue des professionnels comme du point de vue des usagers, et la réalité de l'expérience de ces usagers, alors il se crée de l'incompréhension, de la colère, et politiquement, cela peut prendre des formes diverses, soit d'abstention, soit de radicalisation, les deux faisant bon ménage. Et il me semble que dans l'objectif de lutter contre les idées d'extrême droite aujourd'hui, il y a une nécessité pour chacun d'entre nous de s'atteler au fait que la sécurité sociale réponde davantage à ces objectifs. Alors, ça appelle un certain nombre de choses. Ça appelle d'abord le fait de définir des orientations stratégiques claires. Or, aujourd'hui, on voit bien que depuis Ma Santé 2022, il n'y a plus de stratégie nationale de santé, il n'y a pas de stratégie pour les politiques familiales, il n'y a pas de stratégie nationale non plus pour la perte d'autonomie. La première des choses, c'est de redéfinir des stratégies collectives sur ces dispositifs. Et pour définir ces stratégies, il n'y a pas besoin d'avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Deuxième chose, une fois que ces stratégies sont définies, on peut en tirer des conséquences en termes de trajectoire financière. Parce que s'il peut arriver que les dispositifs de sécurité sociale soient en situation de déficit à moyen terme, à long terme, la solidarité a besoin d'être durablement équilibrée pour pouvoir être assurée à un niveau suffisamment significatif. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie de retour à l'équilibre des comptes sociaux qui soit proposée dans un calendrier qui puisse être considéré comme réaliste. Cela conduit à différentes choses, notamment d'un point de vue technique et financier, par le fait qu'il ne peut pas être envisagé, en l'absence de stratégie réaliste de retour à l'équilibre de comptes sociaux, de transférer la dette sociale vers la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont c'est pourtant la fonction. Et donc c'est une institution qui a plein de vertus, mais qui n'est pas faite pour ça, qui est faite pour gérer de la trésorerie de court terme, qui se voit chargée indûment, alors que ce n'est pas son métier, de gérer des problèmes de financement de long terme, avec, cela a été encore rappelé par la Cour des comptes il y a 15 jours, un risque très fort de liquidité à brève échéance. Alors, il y a des gains d'efficience à réaliser. Les différentes branches de la sécurité sociale, notamment la branche maladie, y travaillent. Il faut effectivement que chaque euro utile, chaque euro dépensé soit un euro utile. Pour ça, il faut lutter contre un certain nombre de choses, contre la financiarisation dans la santé, dans la famille, dans l'autonomie. Il y a dans le PLFSS quelques mesures sur la branche santé, mais qui sont un peu timides. Il faut s'attaquer à l'économie de la rente. Et dans l'économie de la rente, nous mettons notamment aussi la question des dépassements d'honoraires. Il faut s'atteler, cela a été dit, à la question de la remise en cause des exonérations de cotisations sociales dont tous les rapports officiels établissent qu'ils sont pour l'essentiel sans effet sur la situation de l'emploi. Or, ces exonérations de cotisations sociales ont été multipliées par presque 4 sur les 10 dernières années. Il faut remettre en cause ces exonérations de cotisations sociales. Et enfin, il faut s'atteler, on en reparlera après, au dégagement de ressources supplémentaires qui soient plus justes à prélever. Et il semble que
dans les éléments du discours dominant d'aujourd'hui, un des éléments peut-être positifs, c'est que le tabou sur cette question est peut-être en passe d'être levé. Merci beaucoup, Éric Badinal. Merci à vous Merci beaucoup de cette explicitation sur la question de la crise, mais aussi sur l'ensemble des propositions de ressources. C'est une contribution au débat. Et la Caisse nationale d'assurance maladie, représentée aujourd'hui par cette directrice déléguée, Marguerite Cazeneuve, est à la fois opérateur, mais aussi contributeur de ce débat public par des rapports, comme toutes les autres organisations qui sont intervenues aujourd'hui et qui n'ont pas attendu les 80 ans pour proposer un certain nombre de choses. Mais ce qui est intéressant dans le rapport publié cet été par la CNAM, c'est d'abord son titre: améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Donc, vous avez aussi contribué, notamment dans le cadre du PLFSS là, à imaginer d'autres moyens de fonctionnement pour pouvoir garantir la justice et la pérennité de ce système. Et donc, quelle est, selon vous, d'abord, comment on tient un peu cette équation difficile entre des besoins qui augmentent, des recettes dont elles ne sont pas toujours suffisantes, et surtout, quelles sont les stratégies de financement que vous envisagez pour pouvoir garantir la pérennité de ce système? Marguerite Cazeneuve. Alors, peut-être une réponse technique sur ce qu'on a fait dans le cadre de charges et produits avec l'assurance maladie, et puis ensuite une réponse un peu plus politique par rapport à ce qui a été précédemment dit. On a effectivement, donc chaque année, l'assurance maladie remet un rapport qui s'appelle charges et produits au Parlement et au gouvernement avec des propositions pour le PLFSS à venir. Ça fait partie de ces missions. Et cette année, on a décidé d'avoir un chargé produit un peu exceptionnel, puisque à l'automne dernier, on voyait déjà bien que la situation politique était extrêmement compliquée et qu'on avait par ailleurs un sujet, et on va y revenir, en matière de déficit de la sécurité sociale qui n'allait pas en s'améliorant. Et donc, on a sorti une sorte de rapport un peu exceptionnel qui ne fait pas que donner, en tout cas faire des recommandations sur l'année à venir, mais qui se projette à 5 et 10 ans, mais notamment à 5 ans avec des mesures assez concrètes. Et deuxièmement, en termes de méthode, puisqu'on a associé ab initio le conseil de la CNAM à la production de ce rapport. Et donc, on a sorti un rapport qui a été adopté par le conseil de la CNAM, qui a été adopté donc par les partenaires sociaux, les représentants des usagers, etc. Et ce rapport-là, il vise à stabiliser le déficit de l'assurance maladie sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a un déficit de 16 milliards d'euros et historiquement, quand vous regardez l'histoire des comptes de l'assurance maladie, alors on n'a jamais atteint l'équilibre, on s'en a approché parfois, mais on n'a jamais atteint l'équilibre. En revanche, à chaque fois qu'il y a eu une crise, évidemment, l'assurance maladie a encaissé cette crise. Et donc, vous avez des déficits qui sont apparus au moment de la crise financière. Là, au moment de la crise du Covid, on a atteint un déficit historique à moins 30 milliards. Mais ensuite, systématiquement, évidemment, on s'est rapproché de l'équilibre. Pour la première fois dans l'histoire de l'assurance maladie, on a un déficit de 16 milliards, qui est un déficit structurel. Je reviendrai après sur l'appréciation plus politique de ce que ça veut dire. Et on a fait une projection sur les 5 prochaines années. Et au rythme où vont à la fois le vieillissement de la population et les pathologies chroniques, on a estimé, c'est une estimation qui est inédite pour l'assurance maladie, que si on ne fait rien, c'est-à-dire que si il ne se passe rien ni du côté du législateur, ni du côté de l'État, ni du côté de l'assurance maladie, si on laisse les dépenses filer à leur tendanciel qui est d'environ 4%, on aurait un déficit de 41 milliards à horizon 2030. Et donc, ce qu'on a montré, donc la question qu'on s'est posée dans Chargé Produit, c'est est-ce qu'au moins ce déficit de 16 milliards, on peut empêcher de le creuser de 21 milliards pour aller, de 25 milliards, pardon, pour atteindre les 41 milliards. La réponse est oui, donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'on est en mesure aujourd'hui avec le système de santé par différents paramètres, mais d'avoir un déficit qui ne s'aggrave pas. Et c'est un effort qui est très important puisque donc on a 25 milliards qu'on est allé documenter. Pourquoi ? Parce que ça a été très bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, chaque euro investi dans la santé ne l'est pas de manière totalement optimale parce qu'on a essentiellement un système qui est un système curatif. Et donc, c'est parce qu'on est très mauvais en prévention. D'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle, c'est que nos comptes de la santé, de l'assurance maladie ne sont pas bons, mais comme on est très mauvais en prévention, on a des très grosses marges d'amélioration. Et donc, si on utilise au maximum ces marges d'amélioration, on a la possibilité de ne pas aggraver le déficit de l'assurance maladie sur les prochaines années. Et donc, quelques exemples en prévention.
prévention, mais vous les connaissez. Hein. On sait aujourd'hui, c'est prévention et organisation des soins. On est mauvais sur la vaccination, notamment de la grippe et du Covid, avec un impact sur le système de santé que l'on connaît. Quand on regarde les pathologies chroniques, on a un tiers des patients diabétiques, des patients qui ont une insuffisance cardiaque, des patients qui ont une maladie rénale chronique qui sont diagnostiqués au moment aigu à l'hôpital, alors même qu'ils auraient dû être diagnostiqués beaucoup plus tôt. Vous avez 75% des enfants qui consomment trop de sucre à cause de l'alimentation ultra transformée, etc., etc., etc. Donc, si on arrive à davantage améliorer, j'allais dire, à mieux investir dans le préventif, on a la possibilité de ne pas voir se dégrader les comptes de l'assurance maladie. Il y a aussi d'autres leviers qui sont utilisés. On a pour la première fois démontré que les recettes de l'assurance maladie vont moins vite que le PIB. Et donc ça, c'est parce qu'on a des recettes qui notamment sont liées à des taxes comportementales. Et donc on fait des recommandations pour augmenter les recettes, notamment sur les taxes comportementales, pour avoir un rendement constant. Et puis on a aussi fait une autre hypothèse de départ, qui est qu'on ne bouge pas le partage de financement entre l'assurance maladie obligatoire, 80% de la dépense, et l'assurance maladie complémentaire, 13% de la dépense. Or ça suppose, comme le nombre de patients en ALD augmente, qu'on ait une forme de transfert, en tout cas de remboursement de l'assurance maladie complémentaire à l'assurance maladie obligatoire chaque année. Avec ça, on arrive à couvrir dans les 5 prochaines années, sans baisser la rémunération des soignants, sans augmenter le reste à charge des patients, qui sont quand même les deux boussoles, et en continuant à améliorer l'accès aux soins de tous et en améliorant la santé de la population, on arrive à ne pas augmenter le déficit de l'assurance maladie. Donc ça, c'est la réponse qu'on a apportée autour d'une trentaine de mesures et de ces différents constats. Restent ces 16 milliards qui ont été, et Jérôme Gage l'a très bien dit, qui sont essentiellement issus, du Ségur qui n'a pas été entièrement financé. Et donc, comment est-ce qu'on finance ce Ségur et donc cette revalorisation des soignants, ce rattrapage qui a été fait. Donc, nous, Assurance Maladie, on n'a pas répondu à cette question. Il y a 3 options, de toute façon. Soit on réduit la dépense encore, soit on met une recette complémentaire, soit on demande à l'assurance complémentaire de payer. En tout cas, pour vous donner la réponse un peu triviale, mais un peu, quand même un peu automatique, serait de se dire qu'un point de CSG, c'est 13 milliards. On a un déficit à 16 milliards. À un moment donné, ces 16 milliards, ils répondaient à un besoin. Il y avait un sous-financement du système de santé. Et donc, alors CSG, pas CSG, en tout cas, c'est pour donner un ordre de grandeur. Mais voilà, c'est d'une certaine manière la contribution, en tout cas, qui manque aujourd'hui au système d'assurance maladie pour être en tout cas à l'équilibre. Deuxième réponse plus politique, puisque j'ai beaucoup entendu depuis le début cette question de savoir finalement est-ce qu'on n'est pas dans un grand débat idéologique où s'affrontent d'un côté ceux qui parlent de coûts et ceux qui parlent de besoins, ceux qui parlent de déficit et ceux qui parlent d'investissement pour la population, etc. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à cette idée selon laquelle on a des grandes idéologies qui s'opposent, un peu irréconciliables. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fête les 80 ans de la sécurité sociale, mais on est aussi à 1 an et demi des élections présidentielles, avec aujourd'hui un électeur sur 2 qui se dit prêt pour voter, à voter pour le Rassemblement national. Et donc, on fête aujourd'hui un très bel anniversaire, mais il faut aussi se dire que maintenant, il faut qu'on soit extrêmement concret dans les pistes que l'on va avancer. Et donc, quelques remarques par rapport à ça, et je me dépêche. Premier point, des points d'accord et donc des points de désaccord. Sur les points d'accord, un point d'accord avec ce qui a été dit sur l'universalité. Je pense que l'universalité, c'est la clé du consentement à l'impôt. Et à partir du moment où il y a un recul sur l'universalité, vous avez des gens qui vont, et on l'entend en ce moment, c'est Nicolas qui paie, et c'est l'idée de se dire que, en fait, on paye, mais on ne reçoit jamais. Et donc ça, cette universalité, elle nous protège de ça, et elle montre que aujourd'hui, demain, après-demain, le système d'assurance maladie, le système de protection familiale, etc., il est pour tout le monde. Et ça, c'est majeur parce que le jour où on commence à mettre une entaille dans cette universalité, vous avez une partie de la population, parfois à tort, parfois à raison, qui dit en fait, moi, j'ai pas envie de faire partie de cette société ou en tout cas de cette contribution et je paye trop par rapport à ce que je reçois.
La deuxième chose aussi, et je suis en accord aussi avec ce qu'a dit le Jérôme Gage, et ce qui répondait aussi à la remarque qui a été faite tout à l'heure, on n'est pas allé au bout de la mutualisation. Et donc c'est vrai qu'on est le pays du monde avec le plus haut taux de prélèvement obligatoire et le plus haut taux de dépenses publiques, mais parce qu'on a fait un choix qui est un choix de socialisation d'une partie de la dépense. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que la dépense socialisée, elle est beaucoup plus efficace qu'une dépense non socialisée. Mais ça, il faut qu'on arrive à le faire entendre, à le faire comprendre. Et puis surtout, il faut quand même aussi qu'on soit, j'allais dire, pragmatique sur le fait que même si on en est tous convaincus, on ne peut pas augmenter les taux de prélèvement obligatoire à l'infini. Et donc, c'est aussi un peu la limite, c'est que comme on a un modèle un peu unique, et Jérôme Gage l'a dit, on a un modèle qui a marché sur la mutualisation, on a envie d'aller plus loin sur la mutualisation, on sait qu'il faut aller plus loin sur la mutualisation, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à convaincre que le fait d'augmenter les prélèvements obligatoires, c'est quelque chose, c'est une atypie qu'il faut creuser et pas une atypie qu'il faut corriger. Et c'est un vrai débat démocratique, un enjeu démocratique pour l'année qui vient. Sur les points qui sont un peu plus des points de désaccord, ou en tout cas sur lesquels je pense qu'il faut qu'on fasse attention. On a beaucoup, enfin j'ai beaucoup entendu, dans les débats précédents que finalement il n'y avait pas tellement de problèmes financiers, que si on regardait bien tout ça, à la fin, le trou de la Sécu, c'est pas vraiment un trou de la Sécu, etc. Honnêtement, pour les technos, alors je sais qu'on est les bureaucrates, on est les technos, nous qui avons le nez dedans, je peux vous dire que la dépense, elle file extrêmement vite et que le déficit, il se creuse extrêmement vite. Et donc, il nous faut trouver une solution. Et je veux dire, à un moment donné, les gens, ils sont pas idiots. Et donc, le fait de se dire, effectivement, quand on bassine toute la journée les gens en disant c'est horrible, il y a un déficit, etc., ça crée du stress. Mais de nier le fait qu'on a un sujet de finances publiques, il faut aussi qu'on fasse attention. Deuxième chose, il faut aussi qu'on fasse attention sur le fait de dire que tout va mal, je me dépêche, le fait de dire que tout va mal. On a beaucoup ce discours qui consiste à dire il y a un recul de l'assurance maladie, il y a un recul de la sécurité sociale, il y a un recul des services publics. Ça n'est pas vrai. En 10 ans, l'assurance maladie, elle était à 76%. On avait 76% de la dépense qui était mutualisée. On a aujourd'hui 80% de la dépense qui est mutualisée. Il y a plein de choses qui ne vont pas bien en ce moment. On a moins de médecins, donc il y a de la désertification médicale. Mais il y a aussi des choses qu'on fait mieux. Il y a 10 ans, on considérait que les enfants autistes l'étaient à cause de leurs parents. Et aujourd'hui, on a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, des prises en charge qui vont mieux. Être diabétique aujourd'hui, c'est une prise en charge qui est bien meilleure que la prise en charge d'il y a 15 ans. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à raconter du positif dans notre narratif, parce que si on n'arrête pas de dire toute la journée qu'on a un système de santé qui s'écroule, qui s'effondre, qui est nul, avec à côté un discours qui consiste à dire il faut mutualiser davantage, à la fin, on n'est pas cohérent et on n'est pas entendu. Et puis un dernier tout petit truc, et j'arrête, c'est que l'État, c'est vrai qu'on a beaucoup opposé l'État et la sécurité sociale en disant qu'on a un État glouton qui veut absolument écraser la sécurité sociale. Je me fais l'avocat du diable, il faut aussi qu'on préserve l'État. L'État, c'est celui qui paye l'éducation nationale, qui est en très grande difficulté, qui paye la justice, etc. Et donc, il faut qu'on fasse aussi attention dans cet équilibre. Voilà, c'est pas une bataille, on est quand même des alliés normalement dans cette histoire. Merci beaucoup, Marguerite Cazeneuve. Alors, je regarde les organisateurs pour savoir si on peut prendre une ou deux questions ou si on est très... Alors, oui, on va prendre une ou deux questions, oui. Alors, est-ce que... Merci beaucoup. Oui, je vous ai tous vus. Aucun problème, c'est juste que j'essaie de regarder l'heure et si on peut me faire signe sur le temps qui nous reste, comme ça, je vous dirai... Bonjour, pardon, voilà, ça y est. Stéphane de Verneuve, je suis journaliste et j'avais 2 questions très brèves. J'ai bien compris que monsieur, j'ai un trou de mémoire, monsieur le député, vous étiez opposé à l'élargissement de la CSG. D'ailleurs, comme vos collègues sénateurs LR et centristes qui présentaient ce matin les travaux de la Commission des affaires sociales. Néanmoins, il y a un problème de ressources. Donc, est-ce que finalement la solution ne serait pas une fiscalisation totale de la sécurité sociale, donc un changement de modèle pour nous. Et puis la deuxième question est tout aussi brève. Bien sûr. Est-ce que finalement il ne faut pas tout simplement remettre en cause l'ONDAM, qui est né finalement des ordonnances Juppé de 95 et qui est finalement quelque part est le début de la libéralisation de la sécurité sociale. Merci beaucoup. Alors on va prendre plusieurs questions parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Le député c'est Yannick Monet, mais il parlera ensuite et puis je pense que plusieurs d'entre vous voudront répondre, notamment sur l'ONDAM. Alors j'ai vu des mains qui se lèvent ici, 2 messieurs au premier rang. Et après, si des dames ont levé la main que je n'ai pas vue, je serais ravie de laisser la parole. Monsieur. Oui, bonjour à tous. Ma question s'adresse à Madame Azé, parce que Madame Cazeneuve vient de nous expliquer qu'elle pouvait faire
mieux avec le même budget, en réorientant les parcours médicaux vers plus de prévention. Vous m'inquiétez davantage en parlant d'élargir les ressources et faire un peu du quoi qu'il en coûte. Alors imaginez une chose, imaginez que je vous trouve 20 milliards à rajouter au budget. Et ma question, Madame Azé, est-ce que vous êtes capable de vous engager à ce que les Français soient en meilleure santé l'année prochaine si je vous rajoute 20 milliards dans le budget 2026? Moi, je crois que non. Je crois que vous ne pouvez pas. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il en est de même de l'aide à la santé que de l'aide au logement. C'est-à-dire que les milliards, ils servent juste à faire augmenter les prix de l'offre. L'aide au logement, on a mis des milliards, les Français ne sont pas mieux logés. C'est allé dans les poches des propriétaires. Donc, vous posez une question. La question, c'est est-ce que vous pouvez me garantir qu'avec 20 milliards de plus, les Français seront en meilleure santé? Je crois que c'est un problème d'organisation et de gestion et pas un problème d'argent. Merci. Vous pouvez passer le micro à votre voisin. On vous écoute pour une question. Très rapidement, deux remarques qui appellent débat. Je crois que le débat montre que notre sécurité sociale, c'est une belle jeune fille qui peut encore grandir à condition qu'on ne lui tire pas dans les pattes tout le temps. Voilà. Et c'est... Ah, voilà, d'accord. Alors, juste deux choses. Sur le débat sur l'équité, c'est une question importante. Et quand on nous dit une franchise sur les médicaments, mais c'est rien du tout, on oublie, si je ne me trompe pas, que c'est que 20% des assurés sociaux qui dépensent 80% des dépenses de santé de la sécurité sociale. Et c'est eux qui morphent, ce n'est pas la personne qui est en bonne santé, le jeune qui va acheter une boîte d'aspirine. La deuxième chose, j'aurais donné deux chiffres. 211 milliards. Vous savez ce que c'est? Ce n'est pas le budget des armées, ce n'est pas le budget de l'éducation nationale, c'est le budget de l'aide des sommes versées aux entreprises du CAC 40 en 2024. Et si je vous dis 100 milliards, c'est les dividendes versés aux actionnaires pour les entreprises du CAC 40. Donc c'est par nos impôts qu'on a financé les 100 milliards qui vont dans les poches de Bolloré et compagnie. Donc il me semble que c'est sur ces questions-là, et en menant une grande bataille d'idées, qu'on fera avancer les choses. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres mains qui se sont levées que je n'aurais pas vues? D'autres questions? Après, on va devoir s'arrêter. Donc, si vous avez une question ou une remarque. Allez, une dernière au fond là-bas, que j'ai largement suscitée. Et monsieur, ok. Allez, c'est les deux dernières et ensuite on arrête pour laisser à nos intervenants le temps de répondre et de conclure dans le même mouvement. Allez-y. Oui, donc on parle souvent du coût de la Sécu. On ne parle jamais de ce que ça rapporte. Tous ces 670 milliards qui ne sont pas prélevés par consentement, parce que le salaire socialisé, c'est du salaire socialisé. Le consentement, c'est l'impôt. Moi, je distingue les deux. Mais ensuite, quand on construit un hôpital, quand il y a X salariés qui travaillent dans un hôpital, moi je suis breton, les deux premiers employeurs, c'est l'hôpital de Rennes et l'hôpital de Brest. Des milliers de salariés, des infrastructures, des entreprises privées qui travaillent dans ces infrastructures. Et même quand on a la retraite et les appels et compagnie, on réinjecte cette somme dans l'économie. Mais ça, jamais, je l'entends, ni à la télé, ni à la radio, ni nulle part. Voilà, la Sécu, ça n'est pas qu'un coût, ça fait vivre aussi une grande partie de l'économie. Merci beaucoup. Dernière question, au premier rang. Oui, bonjour. Juste une demande de précision. La directrice adjointe de la CNAM a expliqué que peut-être que sur les ALD, on pourrait faire financer les mutuelles sur les ALD, si j'ai bien compris tout à l'heure. J'ai cru comprendre quelque chose comme ça. Donc utiliser un peu les ressources des mutuelles pour financer les ALD. Donc j'aurais bien voulu avoir quelques précisions. Si ça devait être le cas, je voulais juste rappeler que les mutuelles aujourd'hui finançaient quand même la C2S. Donc voilà, peut-être rappeler aussi, remettre un peu la mairie au centre du village sur ces questions de financement des uns et des autres. Voilà, je ne crois pas que ce soit forcément en faisant financer
les complémentaires sur des dépenses qui relèvent de l'assurance maladie qu'on garantira l'universalité y compris. Donc me semble-t-il, voilà, c'était juste cette réflexion, me semble. Merci beaucoup. Alors, ce que je propose, c'est à la fois pour répondre et pour conclure. Je vais d'abord laisser Éric Badonnel répondre. Ensuite, je donnerai la parole à Mireille Stivala. Ensuite, à Yannick Monet, Marguerite Cazeneuve. Et je laisserai Carole Azé conclure si ça vous convient. Je vous laisse répondre. Bien, encore une fois, merci de ce temps d'échange. Dans cet après-midi, il y a eu plusieurs éléments sous-jacents dans le discours sur lesquels je voudrais revenir à propos de la question de la fiscalisation du financement de la protection sociale. Il y a eu à plusieurs moments des discours plus ou moins implicites sur le fait qu'il y aurait des risques contributifs et d'autres qui sont non contributifs, et donc qu'il faudrait prévoir pour les risques contributifs une logique purement contributive et pour les risques non contributifs, des financements non contributifs. Alors, c'est vrai qu'il y a des risques qui sont plutôt contributifs et des risques qui sont plutôt non contributifs. Je pense toutefois que pour embrasser toute la complexité de la réalité sociale, il serait fort imprudent de rentrer dans des logiques de financement qui seraient trop linéaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans le discours sous-jacent également sur la part du travail dans le financement de la protection sociale et dans la capacité du travail demain à continuer à financer la sécurité sociale, il y a la grosse question de la TVA sociale. Alors, la TVA sociale pour la CFDT, c'est non. C'est non parce que c'est injuste socialement, parce que c'est une dévaluation sociale, parce que ça remet en cause l'autonomie de gestion de la sécurité sociale, parce que ça nous fait sortir d'une économie de l'innovation et de la qualité au profit d'une sorte de dumping social. Mais fondamentalement, nous y sommes hostiles aussi parce que c'est un leurre. Et je voudrais vous le dire en 2-3 mots. L'idée a été émise par Antoine Fouché dans un bouquin où il explique qu'il faut remplacer toutes les cotisations sociales par une hausse de la TVA sociale. Ensuite, vous avez eu la CEPME qui nous a expliqué que ce n'était pas toutes les cotisations sociales qu'il fallait remplacer, mais la CSG. Et puis après, vous avez eu le MEDEF dans une publication du Grand Continent qui nous a dit que c'était plutôt certaines cotisations sociales qu'il fallait remplacer, plutôt dans la branche famille et peut-être dans la branche maladie. Et puis finalement, dans les derniers colloques, Antoine Fouché nous explique que ça serait plutôt les cotisations vieillesse qu'il faudrait remplacer, ce qui, entre nous, est le plus absurde qui soit, puisque s'il y a bien un risque contributif par excellence, ça a été dit tout à l'heure, c'est bien le risque vieillesse, et donc celui pour lequel un financement par l'impôt est le moins pertinent a priori. Et pourquoi ce changement de point de vue des uns et des autres du côté du patronat et d'Antoine Fouché en cours de route? Parce que tout simplement, les normaliens sollicités par le MEDEF dans les travaux du Grand Continent ont lâché le morceau. Le morceau, il est simple, c'est que le gain de pouvoir d'achat en augmentation du salaire net du fait d'une baisse des cotisations sociales, c'est pas comme les antibiotiques pour l'assurance maladie, c'est pas automatique. Et l'article du Grand Continent explique que tout ça reste bien sûr subordonné à des négociations de branches et d'entreprises. Et donc, la TVA sociale comme piste de financement fiscalisé de la sécurité sociale, qui parfois séduit à gauche, pour la CFDT, c'est non, et c'est non notamment parce que c'est un leurre. Merci beaucoup, très clair. Mireille Stivala, je vous laisse votre conclusion. Je ne sais pas si on peut vraiment conclure, mais bon, Certes. pour répondre à toutes les questions, mais peut-être dire que c'est vrai qu'on est dans un carrefour, je veux dire, culturel, idéologique, politique, où on sent quand même qu'il y a une pression énorme, en tout cas, pour aller vers de la régression sociale, moi je le dis, pas vers la progression sociale. Et donc ça veut dire qu'il faut lutter tous ensemble pour justement remettre au goût du jour les avancées, les conquis sociaux qu'on a obtenus et qui sont modernes, voilà, parce qu'on a toujours le discours, il faut la modernité, ça serait l'individualisme, cotiser chacun pour ses propres aléas de la vie, mais c'est la régression sociale qui se prépare. Donc
voilà, il faut, je pense, déconstruire en tout cas le langage qu'on entend aujourd'hui et qui est partagé quand même par beaucoup de partis politiques qui veulent aussi, avec le patronat en tout cas, attaquer ce grand conquis social qui est la sécurité sociale et qui utilisent toutes les ficelles pour le faire. Tout à l'heure, j'ai dit, nous, on considère que la première des choses à faire, c'est déjà de financer son système avec les cotisations qui devraient rentrer et qui devraient être générées. Pendant des années, finalement, les politiques, avec la pression patronale, a sous-financé notre système. Donc voilà, on parle de manque de recettes, mais il y a aussi une volonté organisée de sous-financer le système pour dire que ça ne fonctionne pas et puis de proposer autre chose à la place. Et c'est vrai que les questions de prévention, de santé au travail, d'investissement pour notre hôpital public sont aussi importants. Parce que, ça a été dit par des intervenants avant moi, pour pouvoir continuer à faire fonctionner le système, il faut effectivement faire entrer les cotisations, avec les propositions que j'ai faites, mais derrière, il faut aussi faire de la prévention, parce que la prévention, c'est le meilleur investissement pour éviter les dépenses de demain. Et donc, voilà, et on peut dire aussi que notre organisation défend beaucoup les questions de santé, la prévention au travail, et notre pays est un pays quand même qui ne brille pas non plus sur ce volet, ce registre-là de la prévention, puisqu'on a un taux de mortalité au travail qui est important. Voilà. C'est des curseurs aussi qu'il faut agir. Donc améliorer finalement la santé des personnes, de nos concitoyens, c'est la meilleure façon de faire de la prévention et de réduire après les dépenses par la suite. Merci beaucoup Mireille Stivala, merci de cette conclusion. Allez-y, Yannick Monet. Merci. Juste deux arguments politiques que j'ai entendus. L'idée de dire qu'on est le pays qui a le plus gros taux de prélèvement en Europe. Je vous ai dit, Madame la Directrice, je l'ai écouté beaucoup à l'Assemblée. Mais il faut savoir les dépenses qu'on a en Europe par rapport aux autres pays européens. Deux dépenses que les autres n'ont pas, qu'on est les seuls à avoir. La sécurité sociale, 670 milliards de dépenses, et la dissuasion nucléaire, 17 millions d'euros par jour. Je ne porte pas de jugement sur ces dépenses, mais dire qu'on a le plus haut taux de prélèvement, peut-être, mais il faut savoir ce qu'on a comme charge. Et la question, c'est est-ce qu'on accepte ou pas ces charges ? La deuxième chose, c'est que je partage que cette logique de l'ONDAM est une excuse au déficit de la sécurité sociale. La Sécu, à l'origine, d'abord je vous rappelle, c'était créé pour qu'on puisse mieux produire. Parce qu'on était au sortir de la guerre et on avait besoin de s'occuper des gens et qu'ils soient plus productifs. Et donc la sécurité sociale était un outil pour que les gens soient beaucoup plus productifs. C'est pour ça qu'elle servait à soutenir les populations. Donc si on l'affaiblit, on voit bien le résultat que ça risque d'engendrer. Mais la logique de l'ONDAM est une logique totalement absurde. C'est-à-dire qu'on ne part pas des besoins, on part d'une enveloppe et on essaye de faire rentrer les besoins dedans. Mais forcément, ça ne passe pas. Quand il manque 2,8 milliards à l'hôpital public, quand 70% des EHPAD publics sont en déficit, il manque 500 millions d'euros aux EHPAD, vous voyez bien que ça ne va pas avec un ONDAM qui augmente de 1,6%, alors qu'on sait que les dépenses de maladie, si on ne fait rien, elles augmentent naturellement de 3 à 4%. Parce que la médecine progresse, parce qu'on vieillit plus, parce que voilà. Donc on voit bien qu'on sous-dote avec cette logique de l'ONDAM et donc on produit du déficit. Et sur la fiscalisation, j'avais répondu tout à l'heure, moi je suis pour rester sur un financement originel de la sécurité sociale. C'est la création de richesse. Et je pense même, mais je m'arrête là-dessus, qu'il faut beaucoup plus doter la sécurité sociale. J'ai écouté parler des dépassements d'honoraires. Je viens juste de rendre un rapport gouvernemental sur les dépassements d'honoraires. 2024, c'est 4,5 milliards de dépassements d'honoraires. Ça, c'est pris dans la poche des patients. Vous savez d'où ça vient, les dépassements d'honoraires ? C'est Raymond Barre, en 1980, qui... Bon, il y a une nomenclature financière, il y a un financement qui est quand même un peu désuet, parfois, même là encore. Et Raymond Barre disait, écoutez, non, on ne peut pas doter plus la Sécu, donc on va vous autoriser à créer le secteur 2 et à faire des dépassements d'honoraires. Ça vient de là, le secteur 2. C'est parce qu'on n'a pas eu le courage de doter la sécurité sociale correctement. Et donc, du coup, les médecins... Pas forcément tout le temps à tort d'ailleurs, je tiens à le dire. Il n'y a que 4 professions qui concentrent l'essentiel 4 spécialités qui concentrent l'essentiel des dépassements d'honoraires. Et donc se sont payés sur ces dépassements d'honoraires parce que la Sécu ne voulait pas on ne voulait pas davantage doter la sécurité sociale et donc on s'est déchargé sur les patients. Et donc moi je pense que l'avenir de la sécurité sociale, c'est de davantage la doter pour qu'elle prenne en charge l'intégralité des dépenses de maladie. Et là où je pense, et je m'arrête là-dessus, que les mutuelles ont un grand rôle à jouer, c'est sur ce qui a été dit
toute la dimension de prévention. Et je pense qu'il y a une vraie coopération à avoir entre une sécurité sociale qui prend en charge l'intégralité des dépenses d'assurance maladie et un mouvement mutuel qui s'occupe de la prévention, qui, pourquoi pas, s'occupe aussi de la santé au travail. Je rappelle quand même aujourd'hui, c'est en moyenne 3 morts par jour au travail, en comptant aussi les morts sur le trajet professionnel. Mais on voit quand même qu'il y a du boulot à faire. Et quand j'écoute dire qu'il faut rationaliser les dépenses, ouais, on va déjà se préoccuper de soigner tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 6 Français sur 10 déclarent renoncer à des soins. Après, on verra sur les dépenses. Là, on a un texte sur la fraude qui arrive. Il y a un peu de démagogie là-dedans et ça représente pas tant que ça, en fait, dans les comptes de la Sécu. C'est ce que nous montrent les chiffres. Donc, occupons-nous des gens, soignons-les correctement. Je suis pour qu'on rationalise, qu'on débureaucratise, si jamais c'était ça le principal problème. J'en suis pas totalement convaincu, mais peut-être. Mais surtout, dotons la Sécu de davantage de moyens. Je pense que c'est ça l'enjeu pour l'avenir de la Sécu. Merci beaucoup Yannick Monet. Marguerite Cazeneuve, pour conclure, répondre aux 2 questions et conclure. Ouais, je me dépêche. Peut-être pour préciser. Pour moi, le niveau de prélèvement obligatoire, c'est pas du tout un problème. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est le résultat d'un choix. Mais à 1 an des présidentielles, je pense que notre réponse, ça peut pas juste être de dire on a énormément de besoins et donc on va énormément augmenter les impôts. Je me permets, c'est juste que c'est un peu une réponse de facilité que de dire on a des besoins énormes qui arrivent, mais en fait, on peut augmenter de manière infinie les ressources. Je pense que ça n'est pas vrai. Donc, ça me permet de répondre sur l'Ondam. Je veux dire, je suis pas une grande défenseuse de l'Ondam, mais pour me faire l'avocate du diable, on tape sur le thermomètre. La question, c'est, derrière l'objectif, c'est quel rythme de dépenses. Donc, effectivement, les dépenses d'assurance maladie, elles vont naturellement à 4% par an. Nous, on a montré qu'on pouvait à peu près tenir à 2% par an sans dégrader le système de santé. Vous pouvez faire sauter l'Ondam, mais est-ce qu'on est aujourd'hui capable de supporter 4% d'augmentation des dépenses d'assurance maladie chaque année? La réponse est non. En tout cas, je me permets de le dire, la réponse est non. 4% par an, on n'y arrivera pas. Voilà. Dernière chose, et a fortiori, il y a tout à l'heure un économiste qui est intervenu pour parler de la décroissance, et c'est une très bonne question. Ça veut dire quoi une sécurité sociale dans un monde décroissant? Dans un monde décroissant, c'est-à-dire que les dépenses d'assurance maladie, elles augmentent de 0%. De 0%. On n'a pas de ressources supplémentaires, donc on n'a pas de réponse de dépenses supplémentaires. C'est juste, donc moi j'y crois, je pense qu'il faut effectivement qu'on avance dans un monde, qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, mais ça veut dire ça d'un point de vue comptable pour nous qui travaillons sur les recettes et les dépenses de l'assurance maladie. Et la dernière chose par rapport à votre question sur les ALD, le sujet c'est juste qu'on est parti nous d'une hypothèse où on maintenait la répartition AMO-AMC. AMO, assurance maladie obligatoire, 80%, assurance maladie complémentaire, 13%. Et donc, on maintenait ce... Or, naturellement, comme le nombre de personnes en LD augmente, il y a une déformation dans le taux AMO-AMC. Et donc, ce qui fait que non seulement l'assurance maladie obligatoire, elle a un gâteau qui est plus gros, mais elle prend aussi une part qui est plus importante. Or, si on veut, on a pris nous comme hypothèse de départ que si on veut ensemble absorber les besoins de santé, on a besoin que les 2 payeurs y aillent, j'allais dire ensemble et au même rythme. Merci beaucoup. Pour conclure, merci beaucoup. Pour conclure cette table ronde, je vais laisser la parole à Carole Azé, à la fois pour répondre aux 2 questions, mais aussi pour apporter quelques éléments supplémentaires. Ok, donc je me lance dans l'exercice. Alors déjà, je commence par répondre à la question qui m'a été directement posée. Alors, je n'ai pas dit dans mon propos qu'il n'y avait pas un problème d'organisation du système de santé, du système de soins bien évidemment, qu'il n'y avait pas un problème de gestion, c'est une évidence. Bon, là, le débat était plus centré sur, dans la table ronde, la question du financement et du choix politique qu'on veut porter. Après, oui, évidemment qu'il y a un problème d'accès aux soins. Oui, évidemment qu'il y a un problème de prise en charge à l'hôpital, les problèmes des urgences et des fermetures d'urgences, notamment pendant les congés d'été, et qu'il y a aussi un problème de permanence des soins, par exemple pour les soins de premier recours. Donc, ça, c'est une certitude. En revanche, il y a au moins 2 choses que je sais, pour ne pas être trop longue. La première, c'est qu'avec plus de moyens, on ferait plus de prévention, et que si on fait plus de prévention, c'est une évidence qu'alors on améliore la santé des populations, pour répondre à la question. Et la deuxième chose que je sais, c'est que donner les moyens à des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas d'autre choix que justement de choisir entre aller au supermarché ou payer leur loyer ou alors amener leurs enfants chez le dentiste,
donner les moyens de permettre de ne pas avoir se faire ce choix-là, alors oui, on améliorera la santé des populations. Ça, c'est pour la réponse à la question qui m'a été directement posée. Ensuite, j'ai plusieurs points que j'ai notés. Ça permettra peut-être de répondre et puis d'alimenter aussi en termes de conclusion, mais les débats qu'on aura aussi par la suite. À travers l'interpellation qui nous est faite par Jérôme Guedj, alors il n'est plus là, il s'en est excusé, mais je sais qu'on pourra relayer notamment ces échanges-là, sur le fait de dire je ne comprends pas pourquoi, sur les questions de santé, il y a finalement redondance entre l'AMO et l'AMC. Alors, je partage complètement le fait qu'il faut savoir et pouvoir poser ce débat-là franchement. Ça, c'est une évidence. Par contre, moi, je sais franchement que c'est pourquoi les mutuelles, elles ont un rôle majeur. C'est parce que facialement, aujourd'hui, la sécurité sociale, en vérité, ne rembourse pas au niveau du pourcentage qui est affiché. Si on prend ne serait-ce que l'exemple des franchises, dans l'exemple que je prends là, je prends y compris les niveaux de franchise qui sont pour le moment en cours. Donc évidemment, en fonction des débats, on verra. Sur une consultation médicale à 30 €, la sécurité sociale prend en charge 70%. 70%, ça fait donc 21 €, moins 4 € de franchise, ça fait 17 €. Et ben moi, chez moi, ça ne fait pas 70%, ça fait 56,6%. Pour les personnes qui sont hors ALD. Pour les personnes qui sont en ALD, je reprends exactement le même exemple, les mêmes chiffres. Donc là, on passe d'une consultation à 30 €. Enfin, on a toujours une consultation à 30 €, pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Les franchises, donc on enlève 4 €, ça fait donc 87% prise en charge par la sécurité sociale et non pas 100%. Ce qui nous renvoie d'ailleurs au débat sur le fait qu'on dise que les personnes en ALD ne coûtent rien aux mutuelles, alors qu'on sait très bien que les personnes en ALD ont un reste à charge pratiquement 2 fois plus important pour les mutuelles. Ça, c'est un des points qui fait que je sais pourquoi les mutuelles ont un rôle majeur. Franchement, je sais aussi ce qui a été rappelé tout à l'heure là, parce que les dépassements d'honoraires ont une croissance et une dynamique de 5% par an qui est absolument intolérable, inacceptable, insupportable pour les populations. Parce que, par exemple, en Espagne, on dit qu'ils prennent en charge à 100%. Super, ils ont un dispositif où ils prennent en charge à 100%. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'en Espagne, le reste à charge, il est à 19%. Donc, il faut s'interroger autour de ça. Parce qu'il y a un problème de panier de soins, parce qu'il y a un problème de prise en charge d'opposabilité des tarifs. Et en France, la ministre de la Santé, la dernière, Madame Rist, a fait une interview il y a peu de temps dans laquelle elle disait il va bien falloir quand même revoir la question de la générosité. Notre système est très généreux et je reviens avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que la générosité renvoie à une démarche d'assistanat et non plus le débat qu'on doit avoir sur la question de la solidarité et du consentement à la solidarité. Donc en France, on a le reste à charge le plus bas d'Europe à 9,2%. C'est formidable. Sauf que ce reste à charge, il est intervention de l'AMO plus de l'AMC. Si on enlève l'intervention de l'AMC, le reste à charge, il est à 25%, donc plus important en moyenne que dans les pays européens, tel que ça nous a été dit par la ministre. Ce que je sais aussi, c'est que par exemple, toujours en dehors de l'intervention des AMC, des mutuelles, le reste à charge hospitalier des personnes de plus de 80 ans, il est en moyenne environ entre 900 et 1 000 €, sans l'intervention des mutuelles. Et donc, c'est parce que les mutuelles, elles sont un outil au service d'un projet de société que nous portons, projet de société solidaire, de justice sociale, que le problème, ce n'est pas les mutuelles, le problème, c'est tout le débat qu'on a eu sur la question de la sécurité sociale. Sur la sécurité sociale intégrale, moi je dis chiche, mais tant qu'on n'aura pas réglé l'opposabilité des tarifs, tant qu'on n'aura pas réglé les dépassements d'honoraires, dont vous avez conduit une mission, on a été auditionné et on a pu en parler largement, tant qu'on n'aura pas réglé ça, on peut parler de la sécurité sociale autant qu'on veut de manière intégrale. On n'aura pas répondu à ce problème-là et tant qu'on en est là, effectivement, les mutuelles ont un rôle à jouer. Et quand bien même, allez, on a le droit de rêver, on a le droit de se dire qu'on est là pour construire, qu'on arriverait à ce qui est dit sur une sécurité sociale intégrale, ben je vous le donne en mille. Il y aurait toujours des besoins nouveaux
de par l'évolution de la société qui vont avoir lieu, eh ben vous savez quoi? Je suis à peu près certaine qu'il y a des gens qui, face à ce problème-là, se diraient « Ah bah tiens, on n'a qu'à se réunir. Ah bah tiens, si on mettait ensemble un pot commun, dans un pot commun, des ressources en fonction de ce que chacun peut mettre, et puis comme ça, quand on aurait besoin de répondre à ces besoins nouveaux, eh ben on répartirait, on redistribuerait. Et vous savez quoi? Peut-être même qu'ils se diraient « Tiens, si on appelait ça une mutuelle. » Donc voilà pourquoi le sujet, c'est pas les mutuelles le problème, c'est bien le sujet de la sécurité sociale. Et donc je finis juste sur la sécurité sociale, si vous me l'accordez encore. C'est que oui, la sécurité sociale, ça reste un combat. Toujours. Parce que si on ne garde pas sous forme de combat la sécurité sociale, c'est toujours la régression qu'il y a derrière. Y compris parce qu'on est face à un rouleau compresseur libéral. Et je pense que par rapport à ce qui a été dit par Éric, bien sûr qu'il y a la crise de l'efficience, bien sûr qu'il y a la crise de la légitimité, bien sûr qu'il y a la crise de l'efficacité et bien sûr qu'il y a la crise financière. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'on aborde la sécurité sociale que par le biais de la crise. Ces crises-là. Mais ça, c'est pas la sécurité sociale qui est en crise de ça. C'est le rouleau compresseur libéral qui fait en sorte qu'on définance, qui fait en sorte qu'on ne la met pas en situation de pouvoir préserver l'amélioration en termes de santé qu'elle a permis à sa mise en place et de répondre aux nouveaux besoins qui ont été évoqués, notamment sur l'urgence climatique, écologique, due au vieillissement, etc. Et que moi, j'aspire à ce que, quand on dit que la sécurité sociale, c'est un choix de société, j'aspire à ce qu'on ne la prenne pas sous l'angle de la crise, mais qu'on la prenne sous l'angle de, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Madame Agnew, sur le fait qu'elle soit désirable. Une sécurité sociale désirable, constructive, attractive, parce qu'elle apporte cette richesse-là. Et si on arrive à mener la bataille culturelle avec des réponses concrètes et des réponses, des alternatives, il y en a sur la question du financement, ça a été évoqué tout à l'heure. Ça permettra effectivement de porter ce choix de société et de répondre à ces besoins-là. Sécurité sociale avant tout, et en accompagnement des mutuelles à but non lucratif qui permettent, y compris, de pouvoir répondre plus largement à ces nouveaux besoins, avec les syndicats, avec l'ensemble des acteurs non sociaux, avec les politiques, parce que c'est en poussant ça dans le mouvement social que ça permettra de faire des choix politiques qui répondront à cette vision de la société. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des intervenantes et intervenants de cette table ronde. Et pour conclure cette journée et ce colloque, je laisse la parole à Nicolas Souffeton. Je ne vais pas être très très long parce que Carole Azé a fait une conclusion que je trouve tout à fait acceptable. Ce n'est pas parce qu'elle est présidente. Peut-être simplement quand même remercier encore une fois l'ensemble de nos intervenantes et de nos intervenants pour leur apport et leur éclairage qui vont continuer de nourrir évidemment nos débats. On n'était pas tous d'accord les uns avec les autres, mais c'est aussi le jeu démocratique. Pour autant, je pense qu'on a partagé collectivement la volonté et un objectif commun, c'est permettre à la sécurité sociale de poursuivre son œuvre au service des populations. On a montré ici, et cette table ronde l'a parfaitement illustré, que la sécurité sociale, c'est avant tout un objet politique et que donc son héritage, comme on le disait pour ce colloque, son héritage est vivant et que son avenir est à construire. On a réussi à réunir aussi ici celles et ceux qui peuvent contribuer à cette construction du futur, syndicalistes, politiques, associatifs, scientifiques, fonctionnaires, mutualistes, mais aussi des citoyens engagés qui ne sont pas forcément aujourd'hui encore dans nos organisations. Avec nos partenaires de la Fondation Jean Jaurès, on va continuer de faire vivre ce débat à travers des publications, des débats afin d'irriguer le débat public, parce qu'on l'a dit, on a besoin de faire vivre ces échanges-là dans l'espace politique et dans l'espace public. Je voudrais vous remercier, vous, les participantes et les participants, les équipes de la Bourse du Travail qui nous ont permis de tenir ces débats dans la belle salle Ambroise Croizat de la Bourse du Travail de Paris, aux équipes de la Fondation Jean Jaurès et de la Fédération des Mutuelles de France qui, depuis des mois et des semaines, travaillent pour la réussite de cet événement. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles mobilisations pour la sécurité sociale. Et pour les militantes et les militants des Mutuelles de France, je vous dis à demain matin pour notre Assemblée Générale à 9h. Début des débats à 9h au Novotel Charenton. Bonne soirée à vous.